Jacques Neria, bonjour, ancien officier des renseignements militaires. 10 roquettes ont été tirées ce matin depuis le Liban en territoire israélien. Ça annonce selon vous une journée tendue sur le front nord ? Écoutez, ce ne sont plus des escarmouches entre nous et le Hezbollah, c'est une vraie guerre. À partir du 8 octobre, il faut prendre en considération que nous sommes en état de guerre avec le Hezbollah, mais pour l'instant, nous n'initions pas, je dirais, un acte d'intrusion ou d'invasion terrestre du côté du Hezbollah. On est dans ce qu'on appelle un conflit limité, un conflit à basse intensité, où chacun des deux côtés essaie de toucher le plus nombre de cibles possible, sans pour autant élargir, je dirais, la profondeur des attaques. Ce qui n'est pas toujours le cas pour Israël, parce que nous avons hier attaqué une usine d'aluminium qui se situe à Nabatieh, c'est à 12 km de la frontière, c'est bien au-delà de 4-5 km de la ceinture de sécurité que nous sommes en train de réaliser sur le terrain. Il faut se rappeler, si jamais c'est nous, 4 ou 5 km sont vides, il faut que de l'autre côté, il y ait aussi 4 ou 5 km qui soient complètement vidés. Et effectivement, l'évacuation des civils, des habitants de la région sont en train de bonder les rues de Beyrouth. Il n'y a plus d'appartements à louer à Beyrouth. Donc, que cette nouvelle soit connue. D'autre part, ce que Tsahal est en train de faire est systématiquement en train de détruire toutes les lignes de défense dans ces 4 km que le Hezbollah avait construit pour ses unités Radwan. On sait que tout comme, je dirais, son petit frère Hamas, Hezbollah a creusé des tunnels, a creusé des grottes, a créé des caches sous les maisons, dans les sous-sols des maisons, où il a caché ses armes, il a caché ses missiles, et Tsahal actuellement est en train tout simplement de cibler toutes ces positions-là, et c'est pour cela que je dirais, du point de vue de la proportionnalité et de la symétrie entre nous et le Hezbollah, le compte est au détriment de Hezbollah face à Israël. Donc pour l'instant, vous le disiez, le conflit ne s'est pas élargi. On n'a pas vu, par exemple, les missiles de longue portée dont dispose le Hezbollah, des missiles qui sont capables de viser les villes de Haïfa ou dans le centre. Est-ce que, selon vous, Jacques Neria, le Hezbollah a peur d'entrer en guerre officiellement et plus profondément, en tout cas, une guerre contre Israël? Alors, le Hezbollah n'a pas peur d'Israël. La preuve, c'est que ça fait déjà 43 jours, 44 jours qu'il tient bon face à Israël. Rappelez-vous, c'est une milice de 100 000 terroristes au grand maximum, face à une armée. Nous sommes une armée, une des plus puissantes, je dirais, du monde. Et donc, il tient tête. Il peut se vanter qu'il a paralysé une partie de l'armée israélienne qui se déploie face à la frontière libanaise. Il peut se vanter d'avoir provoqué l'évacuation de 60 000 habitants des frontières, ce qui ne s'est jamais passé depuis 1948, et il peut se vanter qu'il y a un échange quotidien de feu et qu'il est en train de tirer des salves de roquettes vers Kiryat Shmona, vers les différentes localités israéliennes, sans que pour autant, je dirais, avoir peur, je dirais, ou être dissuadé par Israël. S'il était dissuadé par Israël, est-ce qu'il aurait envoyé des drones jusqu'à Haïfa, comme il le prétend, ou bien à Akko, je dirais toutes ces activités et cette continuation d'attaque par des missiles anti-chars sur tous les points de la frontière? Ce que vous citez, je dirais, c'est un calcul. C'est un calcul qui est plus ou moins, je dirais, téléguidé par Téhéran. Il ne va pas attaquer la profondeur d'Israël s'il n'a pas un feu vert de Téhéran, parce que en envoyant des missiles qui peuvent tomber sur Tel Aviv ou sur des points sensibles enfin, en Israël, puisqu'il a les moyens, ça pourrait naturellement provoquer une riposte, je dirais, dévastatrice du point de vue israélien sur Beyrouth, sur le sud de Beyrouth, et sur tous les villes et villages chiites qui sont à partir de Beyrouth vers le sud jusqu'à la frontière israélienne. Pour cela, il n'est pas encore prêt, et pour se sacrifier pour faire cela, il faut que le Téhéran lui donne le feu vert, et pour l'instant ce feu vert n'est pas donné. En espérant que ça reste évidemment comme ça. Vous parliez, Jacques Neria, des soldats de l'armée israélienne qui sont positionnés le long de cette frontière, et l'armée israélienne se prépare à passer l'hiver justement sur le front nord. Des équipements ont été déployés, des infrastructures ont été construites justement pour permettre aux soldats de faire face au froid et à la pluie. On fait le point avec Fanny Zimler. À l'ombre de la guerre, ces 3 dernières semaines, l'armée israélienne se prépare à l'hiver sur le front nord.
Ces dernières semaines, nous travaillons jour et nuit pour procurer aux soldats le matériel dont ils ont besoin pour l'hiver. Nous avons installé des toilettes, des douches, des chauffe-eau, des tentes chauffées, des lave-linges mobiles qui passent d'une base à l'autre. Nous avons également ouvert les stocks d'urgence pour distribuer aux soldats des combinaisons et des vêtements étanches et isothermes, ainsi que des chaussures d'hiver. Aussi, des dizaines de tentes ont été érigées au nord. Elles peuvent accueillir des bataillons entiers. Un bataillon, c'est 100 à 250 soldats. Des repas chauds, de l'eau potable et de l'eau chaude pour les douches sont à disposition des militaires. Des douches, des laveries et des salons de coiffure mobiles tournent entre les différentes bases. Depuis près de 6 semaines, le front nord est devenu zone militaire fermée. La région, de 0 à 5 km, a été évacuée de ses habitants. Depuis, des échanges de tirs entre le Hezbollah et l'armée israélienne sont quotidiens. Alors des équipements très chauds ont été distribués pour que les soldats puissent faire face aux températures hivernales très froides, comme sur le mont Dov ou sur le mont Hermon. L'objectif n'est pas uniquement de garantir le confort des troupes israéliennes, mais surtout de leur permettre de rester concentrés sur leur mission, la protection du pays. Si l'armée s'attaque à ces problèmes connus et fondamentaux, reste à savoir dans quelle mesure elle sera préparée stratégiquement et tactiquement, étant donné le manque d'expérience en matière d'opérations hivernales sur le champ de bataille. Et on va parler du front sud. À présent, on va retrouver notre reporter en direct, Ava Mergi. Vous êtes proche de la frontière avec la bande de Gaza. Ava, les sirènes d'alerte ont de nouveau retenti ce matin dans ces localités du sud. Oui, Océane, après 10 heures de calme, les premières sirènes de la journée ont retenti il y a maintenant une vingtaine de minutes à Kfar Aza, Nachaloz, Aloumim, un peu plus au sud de là où on se trouve, un espace toujours considéré comme zone militaire fermée. Il semble que ce soit une réponse aux actions de Tsahal particulièrement intenses au sol ce matin dans les environs de Jabalia, Zeytoun, plus à l'est de là où les opérations se concentraient. Jusqu'ici, on entend d'ici distinctement régulièrement les tirs d'artillerie de Tsahal, l'armée israélienne qui confirme dans un communiqué avoir mené ces dernières heures des frappes aériennes qui ont détruit plusieurs infrastructures terroristes dans les quartiers de Jabalia, Zeytoun, Beth Lahia. Les chars de Tsahal sont mobilisés, mais aussi les navires antimissiles de la flotte israélienne qui aident à déjouer les menaces terrestres sur la route des forces israéliennes. Il y a aussi un drone qui a éliminé une cellule terroriste qui était sur le point de tirer sur les soldats de Tsahal depuis le toit d'un immeuble résidentiel. Également des armes retrouvées et du matériel militaire dans des immeubles d'habitation civile. Donc toujours l'utilisation d'infrastructures civiles. Il y a encore beaucoup de ces armes à trouver, à identifier dans cette zone de Jabalia, Zeytoun et de nombreux terroristes qui se cachent dans les tunnels et dans les environs. Des combats donc extrêmement difficiles. Tsahal annonce ce matin la mort de 2 soldats supplémentaires à 20. Oui, le sergent Binyamin Meir Erli, qui avait 21 ans, il était originaire de Beth Shemesh, combattant dans la brigade des parachutistes. Également le capitaine Roy Bieber, 28 ans, originaire de Tsour Moshe, lui commandait une équipe de la brigade Yahalom. Il était membre de l'unité de l'ingénierie militaire de Tsahal. Tous deux ont été tués dans les combats au nord, dans le nord de la bande de Gaza. Il y a un autre parachutiste qui a été grièvement blessé. Ces 2 nouveaux noms s'ajoutent donc aux 6 noms qui ont été annoncés hier soir. 5 soldats israéliens tombés au cours du week-end déjà. Au total, il y a 58 soldats israéliens qui sont morts dans les combats dans la bande de Gaza depuis le début de cette offensive terrestre. Merci Ava Mergi. Cette offensive terrestre qui a donc commencé il y a plus de 3 semaines maintenant. Jacques Neria, Yoav Gallant, le ministre de la Défense, a dit hier, je cite, Tsahal est entré dans la seconde phase de son opération terrestre. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Israël a pris d'assaut d'abord la bande de Gaza et a encerclé la ville de Gaza City, donc je dirais coupant la partie nord de la partie sud. Et donc cette entrée a été accompagnée par un bombardement massif de l'aviation et de l'artillerie qui a tout simplement, je dirais, créé la possibilité d'avancer très vite et de terminer l'encerclement de cette ville. Et maintenant, ce qui se passe, on est en train de se concentrer sur
les principales fortifications du Hamas, que ce soit à Bet Hanoun, que ce soit à Jebalia, que ce soit à Tchadria ou à Zeytoun. Donc ce sont des positions qui sont très renforcées et qui sont protégées par des bataillons entiers du Hamas. Donc rappelez-vous, il y a 5 régions militaires de la bande de Gaza. 2 de ces régions sont à partir de Gaza City vers le nord, et chacune de ces 2 régions-là a une brigade qui est renforcée. Donc ce n'est pas une brigade à 3 bataillons, c'est des 4 et 5 bataillons chaque brigade, ce qui fait que ce sera des combats très durs et qui vont se passer dans le sous-sol, parce que c'est là où la vraie guerre se tient aujourd'hui, et ça sera une guerre lente, prudente, pour ne pas avoir trop de tués ou bien par sniper ou par des embuscades. Il faut faire attention et agir avec précaution. On a tout le temps qu'il faut, on n'est pas pressé, on sait que cette campagne va durer au moins plusieurs mois, et une fois qu'on aura terminé de la partie nord, on va se tourner vers le sud, ce qu'on est en train de commencer. On a déjà lancé des tracts sur Khan Younes, on a déjà bombardé les régions est de Khan Younes pour leur signifier, très chers amis, commencez à vous replier et puis repartez vers la région sud, la région qui a été créée pour vous. Donc c'est aux alentours de la région du Mawassi, du côté de Rafah, donc Rafah ouest, du côté de la mer. C'est là où vont se concentrer 2 millions de Palestiniens, et naturellement, et là, il faudra faire attention qu'on n'ait pas affaire à un désastre humanitaire qui pourrait naturellement avoir des répercussions énormes sur la conduite de la guerre face au Hamas. Merci Jacques. Les forces israéliennes qui continuent aussi de fouiller l'hôpital Shifa, qui abriterait selon Tsahal un centre de commandement du Hamas. L'armée israélienne a notamment découvert l'entrée d'un tunnel dans cet établissement. Johanna Bander. Après des combats prolongés et intenses dans Gaza ce samedi, Tsahal étend ses opérations au quartier de Zeytoun et à la ville de Jabalia, 2 centres opérationnels du Hamas. Sur ces images, des troupes de la brigade Golani combattent le groupe terroriste qui attaque avec des lance-roquettes anti-chars de type RPG à Zeytoun, zone abritant le centre de commandement et de contrôle de la brigade nord du Hamas à Gaza. Selon l'armée israélienne, les forces de Tsahal ont rencontré plusieurs terroristes du groupe islamiste opérant intentionnellement à partir de zones civiles. Au cours des affrontements, de nombreux terroristes ont été tués et les troupes ont frappé un grand nombre d'infrastructures terroristes, y compris des bases souterraines et des cibles importantes de l'organisation terroriste. Israël se prépare pour la prochaine étape en territoire gazaoui, le sud de la bande côtière. Ce samedi, de vastes bombardements par drone ont frappé la ville de Khan Younes, où se terrent de hauts responsables du Hamas et d'où plusieurs roquettes ont été tirées sur le centre d'Israël. Selon des rapports palestiniens, 3 appartements et la grande mosquée du camp de réfugiés d'Al-Ma'azi auraient été visés, faisant plusieurs victimes. Toute la journée de samedi, avions et hélicoptères de combat ont frappé des dizaines de cibles dans toute la bande de Gaza, parallèlement aux attaques menées au sol contre les membres et infrastructures du Hamas, QG, sites de lancement et centres de production d'armes. Selon les dernières estimations de Tsahal, 236 personnes sont toujours détenues en otage dans la bande de Gaza. Le cabinet de guerre avec Benjamin Netanyahou va rencontrer demain les familles de tous ces otages. Toujours pas d'accord de libération, mais les États-Unis poussent pour la nécessité d'un accord sur la libération de tous les otages pour parvenir, je cite, à une pause significative selon Washington dans les combats entre Israël et le Hamas. Fanny Zimmler. Les États-Unis sur le point de conclure un accord avec Israël et le Hamas pour une trêve et la libération d'otages, titrait hier soir le Washington Post. Ce compromis comprendrait la libération d'une 50aine d'otages au compte-gouttes, quelques-uns toutes les 24 heures, notamment des femmes et des enfants. Cette pause dans les combats devrait durer 5 jours au cours desquels de l'aide humanitaire ainsi que du carburant pourrait entrer dans la bande de Gaza via l'Égypte. Le Washington Post cite des sources américaines haut placées, un document de 6 pages, probablement l'accord en lui-même, et indique que l'arrangement serait placé sous l'égide des États-Unis et du Qatar. Pourtant, quelques heures après la publication de l'article, la Maison-Blanche dément tout compromis. Nous ne sommes pas encore parvenus à un accord, mais nous continuons de travailler dur pour y parvenir. Même son de cloche hier soir du côté de Jérusalem. Ils ont demandé un cessez-le-feu. Nous avons refusé et nous avons dit que nous n'accepterons qu'une trêve temporaire et seulement en échange du retour des otages. À l'heure actuelle, 4 otages ont été libérés par le Hamas. Une jeune femme a été secourue par l'armée israélienne. Au moins 3 corps d'otages ont été retrouvés dans la bande de Gaza. À ce jour, 236 personnes sont toujours détenues par le Hamas et d'autres groupes terroristes dans le territoire palestinien.
Deborah Benayoun, bonjour, vous nous avez rejoint. Jacques Neria, vous étiez aussi conseiller d'Yitzhak Rabin à l'époque des négociations pour la libération de Ron Arad, cet aviateur israélien détenu donc au Liban, des négociations qui ont échoué. Est-ce qu'il faut tirer des leçons de ces négociations ? Alors effectivement, comme négociateur, je n'étais pas le conseiller, je ne me suis pas présenté comme conseiller, je me suis présenté comme négociateur qui parle l'arabe. Il faut parler arabe avec nos ennemis arabes. Donc, et il faut surtout éloigner ces négociations des projecteurs des médias, parce qu'on ne peut pas négocier avec les médias qui nous entourent de tous côtés et qui essaient de diffuser des informations, que pour la plupart des informations fausses ou des informations voulues expressément par le Hamas pour créer une guerre, dans une guerre psychologique, et créer une pression supplémentaire de celle qui existe déjà en Israël. Donc de ce point de vue-là, il faut faire attention, il faut savoir aussi négocier, parce que l'histoire passée nous apprend que dans toutes les négociations avec nos adversaires arabes, Israël a payé un très grand prix. Alors il faut être prêt à payer un très grand prix, mais simplement ce grand prix doit être payé pour l'ensemble des otages, et non pas essayer de diviser en catégories, c'est les Thaïlandais d'un côté, les Russes de l'autre, les Argentins de l'autre, les Italiens. Non, ça n'existe pas. C'est un paquet entier qu'il faut discuter et arriver, je dirais, à une solution. Ce que le Hamas est en train de faire, c'est de gagner du temps. Pourquoi gagner du temps? En espérant qu'il y ait un cessez-le-feu. S'il y a un cessez-le-feu, nous repartons à zéro. Nous repartons à zéro, c'est-à-dire que là, c'est la fameuse la formule du Hamas, tout contre tout. Donc, c'est 6000 plus de prisonniers palestiniens pour les 236 otages qui sont tenus par le Hamas, et ça ne devrait pas être la fin. Donc, selon vous, il faut un accord de libération, mais sans cessez-le-feu. Exactement. Donc, il faut continuer la pression. Sans pression, on n'avancera jamais. Le Hamas se sentira toujours en position de force, donc il pourra toujours dicter ses conditions. Et nous, il faut arriver à une position où ces dernières défenses sont en train de craquer. Il va sentir que le glaive est déjà sur son cou. À partir de ce moment-là, il sera peut-être un peu plus prêt à négocier. Merci, Jacques Neria. Et sur les réseaux sociaux, la hausse des discours antisémites inquiète. On va en parler avec vous, Deborah Benayoun, puisqu'il y a plusieurs grandes entreprises qui ont tout simplement décidé, c'est le cas notamment de X, anciennement Twitter, de supprimer leur publicité justement pour protester contre cet antisémitisme. Oui, alors c'est Elon Musk qui a déclenché cette polémique sur son réseau social X. Tout est parti d'une publication qui date du 15 novembre dernier, donc sur ce fameux réseau social. Dans un post, un Américain qui a dénoncé la lâcheté des internautes anonymes, auteurs de contenus antisémites, notamment ceux qui prétendent qu'Hitler avait raison. Alors ce post a suscité de très nombreuses réactions, et notamment celle d'un internaute qui écrit « Les communautés juives prônent le type de haine contre les blancs qu'elles prétendent vouloir que les gens cessent d'utiliser contre elles ». C'est à ce message que le PDG de X, Elon Musk, a réagi, affirmant que la personne qui tient ces propos avait dit, je cite, « l'exacte vérité ». Et la conséquence, eh bien, c'est qu'Elon Musk a été accusé de promouvoir la haine antisémite, et pour protester, plusieurs multinationales américaines ont donc décidé d'arrêter la publicité sur le réseau social. C'est notamment le cas de Disney, d'Apple ou encore d'IBM. Est-ce que ça a fait réagir Elon Musk? Oui, et vu l'ampleur de la polémique, Elon Musk a tweeté hier soir. Cette fois, il a mentionné deux expressions qui sont souvent utilisées par les pro-palestiniens, notamment dans les manifestations. C'est la décolonisation et le slogan « De la rivière à la mer, la Palestine sera libre ». Voilà ce qu'il dit donc sur Twitter. Comme je l'ai dit plus tôt cette semaine, décolonisation, de la rivière à la mer et autres expressions similaires impliquent nécessairement un génocide. Donc pour Elon Musk, il s'agit d'appels clairs à la violence qui doivent entraîner la suspension des comptes concernés. Et en dehors de X, donc anciennement Twitter, il y a un autre réseau social qui est lui aussi pointé du doigt, accusé de laisser libre droit à l'antisémitisme. Oui, cette fois on parle de TikTok. La semaine dernière, une trentaine de personnalités ont participé à un appel vidéo avec les directeurs des opérations de TikTok. Et parmi ces personnalités, des acteurs comme Sacha Baron Cohen, Debra Messing ou encore Amy Schumer. Et pour Sacha Baron Cohen, TikTok est en train de créer le plus grand mouvement antisémite depuis le nazisme. L'acteur a même souligné que l'endoctrinement
commencer dès le plus jeune âge. On rappelle que TikTok est un réseau social très prisé des moins de 15 ans. Voilà ce que dit Sacha Baron Cohen à ce sujet. Si l'on pense au 7 octobre, la raison pour laquelle le Hamas a pu décapiter des jeunes et violer des femmes est que ses membres ont été nourris d'images depuis leur enfance qui les ont conduits à la haine. Alors pour l'instant, TikTok n'a rien changé de sa politique en ligne. Les messages antisémites continuent toujours de se répandre. Merci. Déborah, peut-être que Jacques voulait réagir rapidement. Moi, je dirais très simplement, il faut boycotter Elon Musk. Je ne pense pas que... Je pense qu'il faut cesser d'acheter ces produits. Il faut cesser d'acheter ces voitures de Tesla. Il y a d'autres voitures qui sont disponibles. Et certainement, je dirais, il a déjà accusé certains milieux juifs américains de ne pas vouloir promouvoir ces produits à lui. Donc, continuons dans cette lancée et terminons avec lui. Merci. Jacques Neria.